Bienvenue à toutes et à tous. Donc on est réunis aujourd'hui pour une conférence sur la grossophobie en milieu vegan. Enfin, véganisme et grossophobie pour dire le titre exact. Je voudrais dire deux choses au préalable. C'est que déjà j'ai écrit cette conférence dans un laps de temps assez restreint. Et du coup j'ai fait beaucoup de lectures évidemment. Je tiens tout particulièrement à remercier Kat pour tous les conseils bibliographiques qu'elle m'a donnés. Donc si j'ai pas pensé à ramener ma bibliographie, je la mettrai sur le site de l'événement. Mais voilà, Kat est aussi une très très bonne référence pour avoir des idées de textes à lire. Dans la mesure où je l'ai préparé dans un temps restreint, j'ai lu beaucoup de choses en peu de temps. Et je vous cache pas que c'était assez émotionnant pour moi. Donc il y a des moments peut-être où ça va remonter, donc je vous préviens. C'est un sujet qui m'interroge depuis un certain temps, mais c'est la première fois que je m'y plonge avec vraiment une focale aussi importante. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs qui sont pas forcément faciles. Donc voilà, je vous préviens parce que peut-être que parmi vous, il y aura d'autres personnes qui vont avoir des choses analogues qui vont leur remonter. Et l'autre chose importante que je souhaitais dire en prologue, c'est que évidemment, on est tous grossophobes. Et il faut être capable d'écouter cette conférence avec toutes les critiques que je vais émettre par rapport à des remarques et des attitudes grossophobes, en ne les considérant pas comme des choses qui sont stigmatisantes par rapport à des choses que vous avez pu penser et des choses que vous avez pu dire, mais comme des outils pour pouvoir déceler la grossophobie et les comportements problématiques pour tenter de ne pas les réitérer. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais en tout cas, ça veut dire qu'on va essayer parce que prendre du recul sur ce sujet va peut-être nous permettre justement de mieux analyser la grossophobie ambiante. Alors, je vais un petit peu vous donner mon plan. Je vais vous dire très honnêtement que j'ai strictement aucune idée de la durée de cette conférence. Voilà, j'ai essayé hier soir de la faire vite fait chez moi, mais j'étais trop malade pour le faire correctement. Donc, je sais pas si j'en ai pour 20 minutes ou 40 ou 50 minutes. La bonne nouvelle, c'est que, effectivement, comme le disait Anne-Cécile, que je remercie d'organiser cette conférence, on n'est pas contrainte par le temps, donc je vais parler au féminin universel. On n'est pas contrainte par le temps, donc on peut rester ici, on peut se prendre le temps d'échanger et surtout par rapport au fait que j'ai pris la décision sciemment de ne pas faire de PowerPoint pour ne pas vous imposer des images grossophobes. Si vous le souhaitez, après j'ai une pochette, j'ai mis en premier des références bibliographiques, donc ça vous permet de regarder des images qui sont bienveillantes et qui sont des conseils de lecture. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez regarder en dessous, je les ferai passer à la fin, des images de posts qui sont soit par des personnes, faites par des personnes, des individus, soit faites par des organisations et que je considère grossophobes, voilà, pour voir un petit peu plus de quoi il s'agit quand on critique des stratégies véganistes grossophobes. Mon plan, je vous le détaille en amont pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. Je vais tenter de vous donner une définition de l'obésité, de voir comment est-ce qu'on devient gros et grosse, de voir quelle est la définition de la grossophobie et quelles sont les conséquences de la grossophobie, de parler de la spécificité du sexisme dans la grossophobie, parce qu'évidemment que les femmes sont plus touchées que les hommes, de parler de la culture de la diète. Alors ça, c'est une notion que j'ai découverte en travaillant sur la question de la grossophobie, et je trouve que c'est une notion qui est extrêmement intéressante et éclairante pour décrypter des situations qui sont pas forcément de la grossophobie, mais qui s'y rattachent. Définir ce que c'est que le véganisme d'un point de vue stricto sensus, parler des campagnes grossophobes qui viennent d'associations, parler des comportements grossophobes qu'on retrouve notamment en véganie, mais pas que. Quelles sont les conséquences de la grossophobie sur l'expansion du véganisme? Quels sont les comportements adoptés et les questions à se poser pour éviter d'être grossophobe? Et évidemment une magnifique conclusion. Voilà. Alors pour débuter, qu'est-ce que c'est que l'obésité? En règle générale, quand on veut définir ce que c'est que l'obésité, on a recours à ce qu'on appelle l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, qui est un outil où on permet de mesurer, on prend la taille, on prend le poids, on divise l'un par l'autre au mètre carré et ça donne un chiffre. Et il y a des classifications établies qui disent de temps à temps on est dans un poids qui est trop bas, de temps en temps on est dans un poids qu'on va qualifier de normal, que moi je qualifierais de normé, et de temps en temps on est dans tel type d'obésité. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'IMC, c'est que on peut pas considérer que c'est un outil de diagnostic.
C'est-à-dire qu'il ne va pas réellement dire il y a tant de pourcentage de personnes qui correspondent à tel type d'obésité. Que c'est plus un outil statistique. Dans le sens où il va pouvoir dire, parmi les humains, il y a tant de gens qui sont dans telle catégorie, tant de gens qui sont dans telle catégorie. Pourquoi ? Eh bien, pour deux exemples que je vais vous donner, c'est que l'OMS parfois change les catégories, elle l'a déjà fait une fois, et qu'en changeant ces catégories, eh bien, d'un jour à l'autre, il peut y avoir 30 millions d'obèses en plus sur Terre. Voilà, parce qu'on a décidé que en fait les catégories, elles étaient plus exactes. Et évidemment que des évolutions vont avoir lieu, ces catégories vont changer. Donc voilà, c'est une décision qu'on prend de faire cette classification. Et l'autre raison, c'est que la plupart des sportifs sont obèses, selon cette classification. Donc ça dit bien que ça ne parle pas que du gras, ça parle d'autre chose, ça parle de différentes corpulences et on ne peut pas le focaliser uniquement sur la question du gras. J'ai assisté avec mon amie Wilène aux états généraux de gras politique. Et ce qu'elle nous rappelait, c'est que il y avait eu beaucoup de mouvements français qui luttent contre la grossophobie, qui ont tenté de définir ce que c'est que l'obésité, notamment le mouvement Allegro Fortissimo, qui est un des premiers mouvements qui a existé en France, qu'elles sont vraiment heurtées à cette difficulté de trouver une définition. Et du coup, Gras Politique a donné sa propre proposition de définition que moi je trouve absolument formidable et qui dit vous êtes le 15 août, vous êtes le 16 août, on va pas prendre un jour férié, on va faire simple, vous êtes le 16 août, vous êtes quelque part en France dans une sous-préfecture et vous voulez vous acheter un maillot de bain à votre taille et vous êtes capable d'en trouver un qui coûte moins de 50 €. Voilà. Et effectivement, moi je pense que ça dit quelque chose d'extrêmement basique, c'est est-ce que les personnes grosses ont accès à un ustensile indispensable pour pouvoir se baigner. Voilà. Et elles, leur constat, c'est de dire que non, parce qu'on est obligé d'aller dans des magasins spécialisés, que ça coûte extrêmement cher et qu'on n'a pas accès à quelque chose d'aussi basique que ça. Et je pense que pour nous, ça replace un peu les choses par rapport aux difficultés que rencontrent les personnes grosses. C'est difficile de parler d'obésité sans parler de santé. Parce que les gens font le lien instantanément. Quand on parle d'obésité, on parle de santé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des liens entre certaines maladies et l'obésité, mais qui dit lien dit corrélation. Et corrélation, c'est différent de lien de cause à effet. Et en fait, par exemple, ce qui est le plus connu, c'est le diabète de type 2. Et en vrai, personne n'est capable de vous dire si l'obésité cause le diabète de type 2 ou si parce qu'on a un diabète de type 2, en fait, ça va pas nous occasionner de l'obésité qui est en fait quelque chose des précurseurs au diabète de type 2 et qui serait donc un marqueur en fait de cette maladie. On est incapable de le dire. On n'a aucune certitude sur le sujet. Donc il y a un premier mythe dont il faut impérativement se défaire, c'est celui de croire que les personnes grosses sont en plus mauvaise santé que les personnes minces. Les personnes grosses, comme les personnes minces, elles vont d'un spectrum au niveau de la santé qui va de très mauvais à très bon. Voilà. Et on ne peut pas, savoir. Il y a des études qui ont tenté de démontrer que les personnes grosses avaient tel ou tel type de maladie, avaient tel ou tel risque par rapport à d'autres corpulences. Mais en fait, toutes ces maladies qui ont pu être mises en avant, ce sont des maladies qui sont essentiellement liées au stress. Donc est-ce que ces personnes-là le développent parce qu'elles sont grosses ou est-ce qu'elles le développent parce qu'elles sont stressées et qui ne le serait pas quand on va voir tout ce que la grossophobie engendre comme problématique pour les personnes qui en sont victimes. Il faut aussi avoir conscience du fait qu'il y a le stress, il y a les effets extrêmement nocifs des régimes répétés. Voilà. Les régimes répétés avec leur effet yo-yo dont on va parler tout à l'heure, c'est extrêmement délétère pour le corps. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les traitements de la grosseur. Donc il y a les bypass, il y a d'autres choses, je m'y connais pas particulièrement bien, mais en tout cas, il y a différentes choses qui existent pour induire des pertes de poids importantes chez les personnes grosses. Et il faut savoir que ces méthodes, elles ont des taux de mortalité qui sont importants. Moins qu'avant, parce que la médecine s'est améliorée. Néanmoins, quand ces méthodes-là ont été initiées, c'était quand même un taux de mortalité qui était vraiment pas négligeable. Et ça continue, même si on ne va pas forcément vers des choses qui sont létales, ça continue à occasionner des symptômes qui peuvent être extrêmement douloureux pour les personnes. Ce qui est très perturbant en France, mais partout, c'est que les politiques de santé publique, elles vont focaliser sur la question de la santé physique
des personnes qui sont grosses. Et on va absolument pas s'intéresser au pan psychologique. Or, le pan psychologique, il est extrêmement important, notamment parce qu'il y a des choses qu'on sait qui sont avérées, que par exemple, les troubles du comportement alimentaire peuvent être induits par des violences que les personnes ont subies. Et alors qu'on sait tout ça, les médecins n'ont de cesse de tenir un discours qui est toujours le même, à savoir de recommander une perte de poids pour des raisons de santé. Voilà. Et c'est un discours qui est unanime, qui souffre très peu de contestation. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'idée reçue que des personnes grosses, elles mangent beaucoup et tout le temps. Or, en fait, il y a eu une centaine d'études qui ont été menées sur le sujet. Et bon, maintenant qu'on qu'on discute de ce sujet depuis quelques minutes, vous en doutez un peu, il n'y a pas d'étude qui a pu prouver qu'en moyenne, je parle en moyenne, hein, je vous dis pas un individu par rapport à un autre individu. Il n'y a pas eu d'étude qui a pu prouver qu'en moyenne, les personnes grosses mangeaient plus que les personnes minces. Voilà. Toutes les études, il y en a une centaine qui ont été faites sur le sujet. Il n'y en a aucune qui a réussi à prouver ce qu'on souhaitait prouver, à savoir que les personnes grosses mangeraient plus. Donc, ce qui est terrible, c'est que cette idée reçue et qui est extrêmement ancrée que les personnes grosses mangeraient soit plus, soit plus mal que les personnes minces, c'est une idée qui est parfaitement répandue auprès des personnes minces, mais aussi auprès des personnes grosses. Donc c'est vous dire aussi la dévalorisation et la haine de soi que ça peut entraîner que de rester sur ces idées reçues qui ne peuvent absolument pas être prouvées scientifiquement. Ce qu'on sait moins, c'est que on parle évidemment des maladies qui seraient occasionnées par la grosseur, mais on parle pas du fait que la grosseur peut aussi préserver de certaines maladies. Alors, j'ai pas ramené la liste, mais en tout cas, il y a des études qui disent qu'il y a une quarantaine de maladies dont on souffrirait moins lorsqu'on est gros que lorsqu'on est mince. Et ce pan-là, il est évidemment peu connu et absolument pas mis en avant. Et l'autre chose qui est importante par rapport au discours médical, c'est d'avoir en tête qu'on a souvent l'illusion qu'un discours médical est un discours scientifiquement neutre. Or, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'un discours médical s'inscrit toujours dans un contexte sociopolitique. Et pour vous le prouver, je vais juste vous rappeler les discours qui ont été tenus, soi-disant scientifiques et médicaux, qui ont été tenus sur les Noirs, qui ont été tenus sur les femmes, et qui ont été tenus, voire qui sont encore tenus sur les personnes homosexuelles. Donc, s'il y a une idée reçue qu'il faut absolument se sortir de la tête, c'est de croire que si les personnes grosses mangeaient moins, elles seraient minces. C'est faux, c'est tout simplement faux. Alors, il y a des chiffres que j'ai trouvés en travaillant sur ce sujet, c'est le taux d'échec des régimes. J'ai trouvé 3 chiffres différents. Je vais vous citer les 3 chiffres différents que j'ai trouvés par rapport au taux d'échec des régimes. J'ai trouvé 97% de taux d'échec, 98 et 99. Voilà. À 5 ans, entre 97 et 99% des régimes échouent. Et ça, évidemment, c'est une chose qui n'est jamais mise en avant. L'industrie de l'amaigrissement, c'est une industrie qui est multimillionnaire et qui, évidemment, va masquer en fait que c'est une industrie qui repose sur un taux d'échec qui la rend absolument inutile. Et surtout, je vous rappelle encore une fois que ces gains et ces pertes de poids successifs, là, pour le coup, sont réellement dommageables pour les corps. Ce qu'on a constaté, c'est que toutes les études qui ont été menées et qui ont tenté de prouver que le poids était dommageable pour les personnes qui étaient grosses, ont été menées sur des personnes qui vivent dans des climats de persécution par rapport à leur grosseur. Et qu'il y a une seule étude qui a été menée, qui est l'étude Rosetto, qui a été menée sur des populations grosses qui vivent dans un milieu qui n'est pas grossophobe. Et ce qu'on a pu établir, c'est que ces personnes grosses avaient un taux de crise cardiaque moindre que celui de la population générale.
Donc si vous voulez, ça alimente encore une fois cette hypothèse selon laquelle ce qui en fait rend les gens malades, c'est absolument pas leur poids, mais c'est les persécutions que les personnes subissent. Or, c'est des études qui ont déjà pu faire leurs preuves sur des femmes et sur des personnes racisées. Donc on retrouve bien ces mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre, qui fait qu'en fait, ce qui fait que les personnes vont mal, c'est une répercussion d'une attitude hostile de la plupart de la population par rapport à ce qu'elles représentent et pas la réalité de ce qu'elles sont. Donc s'il faut retenir une chose de cette première partie, c'est que on ne peut rien dire, on ne peut pas dire quoi que ce soit de l'état de santé d'une personne en regardant son corps. C'est impossible. Quand on regarde le poids de quelqu'un, sa minceur, sa grosseur, ça ne nous dit rien de son état de santé. Et je vais vous le dire de façon un peu basique, mais en fait c'est méchant de le croire. Et c'est scientifiquement, c'est faux. Voilà. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne peut pas décider de devenir mince. Voilà, c'est pas un choix, c'est pas une décision qu'on peut prendre. Et s'il y a des personnes qui souhaitent faire un régime, eh bien, statistiquement, la seule chose qu'on peut vous conseiller, c'est de ne pas le faire. Parce que les taux d'échec sont cuisants et parce que la réalité de l'effet yo-yo, qui lui pour le coup est scientifiquement prouvé, qui a ce risque de non seulement reprendre le poids perdu, mais de reprendre plus que le poids initialement perdu, ça pour le coup on sait que c'est extrêmement nocif pour le corps. Donc, comment est-ce qu'on devient obèse ? Eh bien, c'est extrêmement multifactoriel. Il n'y a pas une seule cause, et certainement pas la cause de trop manger, comme je l'ai déjà explicité. Ça peut être lié à des troubles du comportement alimentaire. Ça peut être lié à des facteurs psychosociaux, donc le stress, l'anxiété, la dépression, un faible niveau de ressources. Ça peut être lié à des facteurs qui sont médicaux, la maladie, le handicap physique, l'effet secondaire de certains médicaments, l'arrêt du tabac, ça, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes aussi qui ont connu ça. La mauvaise qualité du sommeil, par exemple l'apnée du sommeil, ça peut être très délétère aussi. La ménopause, des prédispositions génétiques et encore une fois le fameux effet yo-yo des régimes. Donc on voit bien que le poids, c'est la conséquence de plein de facteurs différents. Et donc, s'imaginer que c'est qu'une question d'alimentation et une question de faire du sport ou de pas faire du sport, c'est complètement invisibiliser le contexte oppressif, validiste et classiste qui entoure cette condition. Et le vrai souci, quand on focalise sur cette question de combien on mange et qu'est-ce qu'on fait comme sport, c'est que on individualise les raisons du poids plutôt que de les considérer comme un problème qui est collectif. Alors évidemment, il y a des causes qui sont personnelles, mais quand je dis cause personnelle, j'entends pas du tout le fait de trop manger, de pas faire assez de sport, mais le fait d'avoir été victime de violences, qu'elles soient sexuelles ou psychologiques. Il y a aussi les causes sociales, comme par exemple la précarité. Alors évidemment, là, il y a toujours les gens qui vont vous rétorquer, oui, mais des fruits et légumes, c'est pas cher. Alors évidemment que les fruits et légumes, ça peut être pas cher. Mais c'est pas que ça. La question, quand on parle de coût, ça n'est pas que ça, c'est aussi le temps. C'est les connaissances nutritionnelles, c'est l'accessibilité de la nourriture. Est-ce que vous vivez dans un coin où c'est plus facile d'avoir des surgelés ou dans un coin où on a facilement des fruits et légumes qui sont pas chers? Est-ce que vous avez une voiture pour vous déplacer, pour aller dans des endroits où c'est plus simple de faire des courses pas chères qui peuvent être saines? Voilà, tout ça, c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que dans votre famille, on a du mal à communiquer? Et est-ce que parce qu'on a du mal à communiquer, on va communiquer les sentiments et en passant par la nourriture? Est-ce que la nourriture a un rôle social au sein de votre famille, de rapprochement, de pouvoir passer outre des disputes? Tout ça, ce sont des choses qui sont socio-culturelles, qui peuvent être intimes, mais qui sont évidemment aussi politiques. Et justement, une des parties de la grossophobie, c'est d'oublier tout ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire d'oublier la pluralité de toutes ces raisons qui peuvent amener au surpoids et de ne considérer toujours que cette unique chose qui serait le fait de trop manger et de pas faire assez de sport. Quand on a conscience de tout ça, on se rend compte à quel point c'est absurde de dire à quelqu'un t'es trop gros. C'est aussi absurde que de dire à quelqu'un t'es trop petit. Voilà, ça n'a strictement aucun sens en fait. Voilà. Et en fait, quand on dit à quelqu'un qui est trop gros,
Le souci principal, c'est qu'on se place du côté de la moralité. Et c'est toujours ce souci-là, c'est-à-dire qu'on associe le fait d'être mince au fait d'être bien, et le fait d'être gros au fait d'être mal. Voilà. Et qu'il y a toujours cette notion de morale qui rentre en ligne de compte. Évidemment que quand on focalise uniquement sur ces questions de combien on mange et est-ce qu'on fait assez de sport, du coup ça devient une responsabilité personnelle de la personne qui est grosse, et ça va induire chez les personnes un sentiment de culpabilité parce qu'on va les rendre responsables de leur situation, et ça va les empêcher de se considérer comme des victimes. Or, il faut pouvoir accéder à ce statut de victime, et c'est très difficile parce qu'en plus c'est un terme qui est hyper stigmatisant pour la plupart des gens. On s'en rend bien compte, personne n'a envie d'être victime d'agression sexuelle. Et je sais que par exemple Tiffen, elle, ce qu'elle dit tout souvent, Tiffen D, l'artiste féministe, elle dit souvent, pensez aux victimes du Bataclan. Là, personne n'a honte de dire je suis une victime. En fait, ce mot ne devrait pas être connoté. C'est un état de fait. Et il faut pouvoir se reconnaître en tant que victime pour pouvoir se retrouver et s'organiser. On voit bien que dans les magazines, avec les différents régimes qui sont proposés, on focalise vraiment sur des mesures individuelles qui sont focalisées sur les personnes, alors qu'il y a plein de choses collectives qui pourraient être mises en place. Je vais vous en citer certaines. L'amélioration de l'étiquetage nutritionnel sur les différentes choses qu'on achète, la diminution en sucre, en sel, et on pourrait même taxer plus particulièrement les produits qui sont jugés mauvais pour la santé. Moi, j'ai pas le temps de m'y intéresser, mais franchement, si quelqu'un a le temps de s'y intéresser, la question de la TVA, elle est ultra politique. Qu'est-ce qui a 5,5 et qu'est-ce qui a 20 ? En tant que végane, c'est hyper intéressant. Parce que je sais plus si c'est le caviar ou le foie gras, qui est quand même pas un aliment qu'on pourrait qualifier de première nécessité. Cet aliment-là, il est à 5,5. C'est-à-dire dans la classification des aliments que le gouvernement a décidé de peu taxer en termes de TVA pour qu'il soit un maximum accessible aux personnes. Le beurre est à 5,5. La margarine, beaucoup plus consommée par les véganes que le beurre, elle est à 20. Donc en fait, la taxation des produits, elle est extrêmement politique. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait faire un choix sur certains produits parce qu'on considère qu'effectivement ils sont délétères parce que trop de sucre, trop de sel, etc. On pourrait les taxer différemment et ce n'est pas fait. J'en arrive à ma partie sur la définition de la grossophobie et les conséquences de la grossophobie. Alors, la grossophobie, on va qualifier ça de néologisme. Je ne l'ai pas daté, mais c'est quand même un terme qui est relativement récent. Il est rentré dans le dictionnaire cette année. Voilà. Ah, peut-être. Mais il me semblait que c'était cette année. Bon, en tout cas, c'est récent. Et donc, la grossophobie, ça désigne l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles à l'encontre des personnes qui sont grosses. Il faut quand même se rappeler, juste pour rappel historique, que la minceur n'a pas toujours été un idéal. Voilà, on voit aussi que les normes changent et que c'est un idéal de beauté relativement récent puisqu'il date de la fin du 19e siècle. Alors la grossophobie, comment elle se traduit ? Elle se traduit par des discriminations dans plein de domaines de la vie, et notamment de la vie quotidienne justement, dans l'accès à l'emploi, dans les soins médicaux, dans l'éducation, dans les interactions avec des gens qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît pas. Et ça peut induire plein de choses pour les personnes qui en sont victimes. Ça peut induire moins d'estime de soi, ça peut aller jusqu'à la dépression, des troubles du comportement alimentaire, un suivi médical défaillant. Et évidemment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la grossophobie, soi-disant c'est pour le bien des personnes, et soi-disant c'est pour les aider, mais évidemment que ça induit parfaitement l'inverse, et que ça va renforcer, par exemple, une relation à l'alimentation qui peut être compliquée, et du coup ça va pas, évidemment pas aller dans le sens de ce qui est attendu par des personnes qui sont grossophobes. Il y a une chose aussi très pratico-pratique pour les personnes qui sont grosses, c'est la difficulté à utiliser l'espace urbain. Voilà, vous avez dû entendre parler parfois de ces scandales qu'il y a eu de personnes à qui on a demandé de payer 2 places dans l'avion, des remarques qui peuvent être hostiles dans le train, qui peuvent être hostiles dans le métro. Toutes les militantes de gras politique le décrivent bien, toute cette pensée qu'elles ont en amont à chaque fois qu'elles vont s'installer quelque part, de l'inquiétude, de gêner, d'avoir des stratégies pour arriver en premier, pour trouver la place dans le bus qui est un tout petit peu plus large et qui est prévu pour une mère avec un enfant, un père avec un enfant.
Voilà, et toutes ces choses auxquelles ça apporte de la charge mentale en plus pour les personnes grosses, parce qu'elles ont tellement l'habitude d'être discriminées qu'elles vont prendre en considération tout ça pour tenter d'éviter ces situations. Je vais un peu détailler. Dans les relations interpersonnelles, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis et qui disait que 90% des personnes grosses avaient subi des commentaires humiliants sur leur poids. Alors moi, je vais vous dire très honnêtement, 90%, ça me semble assez bas. Voilà, moi je m'étonne qu'on ne soit pas arrivé à 100% en fait. Il y avait une militante de Gras Politique qui avait décidé sur son Twitter de noter en une seule journée le nombre de commentaires grossophobes qu'elle se tapait. En fait, elle s'est arrêtée à 16. C'est-à-dire que quand elle est arrivée à 16, au milieu de sa journée, elle s'est dit, mais en fait, je vais juste pas continuer parce que ça n'a pas de sens. Parce que si là, je dois prouver que j'ai des commentaires grossophobes, ça ne sert à rien de faire une journée entière, en fait. Parce qu'une demi-journée, j'en suis déjà à 16, c'est quand même déjà suffisamment éloquent pour que je ne sois pas obligée de tenir toute la journée à transmettre sur Twitter quels sont les commentaires grossophobes que je me suis tapé. Dans l'éducation et les études supérieures, évidemment, il y a la stigmatisation de la part des professeurs, notamment des professeurs d'éducation physique. Et est-ce que j'imagine que je suis pas la seule à me souvenir de ce moment absolument atroce où on forme des équipes et où on choisit toujours un garçon pour être capitaine d'équipe? Et que c'est les garçons qui vont choisir qui ils vont prendre, donc ils prennent d'abord les autres garçons, et puis on est toujours contente quand on est pris en avant-dernière et pas en dernière, voilà, parce que du coup c'est pas l'humiliation suprême, c'est juste l'humiliation. Moi je me souviens de cet instit qui en CM1, on avait un tapis de sol pour faire des roulades, et puis en fait il accompagnait les enfants qui avaient du mal à faire cette roulade, là, ce truc où on met la tête en premier et puis on a le corps qui roule comme ça, et puis avec tout le monde il le faisait normalement, et puis quand moi j'arrivais, pourtant je peux me dire que j'étais pas la plus lourde, j'étais peut-être la plus grosse, mais j'étais pas la plus lourde parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient plus grands que moi, et à chaque fois qu'il m'aidait moi il faisait genre voilà, comme s'il était en train de fournir un espèce d'effort surhumain. Donc évidemment que ça, en tant qu'enfant, je vais pas vous dire à quel point c'est abominable à vivre. Les personnes qui sont grosses, même quand elles ont un niveau d'études qui est analogue à d'autres personnes, quand elles postulent, comme c'est le cas aux États-Unis où il faut postuler pour les facs d'élite, elles ont moins accès à ces facs-là que les personnes qui ont des poids plus normés. Dans la vie professionnelle, je vais vous donner un peu les chiffres en France, c'est bien plus grave pour les femmes que pour les hommes, et c'est déjà grave pour les hommes. On a fait des comparaisons entre des personnes qu'on appelle à IMC normale et des personnes qui ont une IMC supérieure, et les hommes obèses ont 3 fois plus de difficultés que les hommes à IMC normale pour être embauchés. Pour les femmes, c'est 8 fois plus. Donc c'est colossal comme discrimination. Et une fois que les personnes arrivent à être embauchées, les discriminations continuent parce qu'on va confier aux personnes grosses on va moins les rémunérer, on va moins leur faire d'augmentation, on va leur confier des tâches qui sont moins importantes et on ne va pas les mettre en contact avec la clientèle parce qu'on va considérer que ça donne une mauvaise image de la boîte, etc. Un autre gros sujet, c'est la prise en charge médicale. On vous en parle souvent quand vous vous intéressez au sujet, c'est la question des tensiomètres. Quand vous êtes une personne grosse, en fait, le tensiomètre, il n'est pas adapté à la taille de votre bras, il est trop serré. Là, j'ai vu un tweet avant-hier de Baptiste Beaulieu, qui est un gynécologue engagé sur des questions... je croyais qu'il était gynécologue. Un généraliste engagé sur diverses questions féministes, et que en fait il a eu une patiente grosse et donc le tensiomètre était trop petit, et il avait pensé en amont à acheter un tensiomètre pour des personnes grosses, et en fait il a sorti son tensiomètre et il y avait écrit tensiomètre obèse sur la boîte. Donc la patiente a vu ça, elle a explosé en pleurs. Enfin voilà, bon, lui, comme il est un peu connu, il a écrit à la boîte qui direct s'est engagé à changer ça. Mais c'est vous dire toutes ces micro-agressions comme ça qui arrivent quotidiennement, même quand on va chez le médecin. C'est les tables d'examen qui sont pas adaptées, c'est des chaises roulantes dans les hôpitaux, c'est les matériels pour faire les scanners et les IRM, où dans tout Paris, il y en a un, donc je vous raconte même pas en province. C'est le fait que les personnels de santé aient des stéréotypes négatifs à votre encontre, que vous arrivez
pour une angine, on va vous parler de votre poids. Moi, une fois, j'étais dans un boulot où j'étais pas bien. J'étais tellement pas bien que j'en ai fait un malaise vagal. Je me suis éclatée contre un banc. J'ai eu les premiers points de suture de ma vie dans le visage. Donc dans le visage, évidemment, c'est un truc qu'on voit. Ça peut potentiellement être stressant d'être défiguré. Je vais chez le médecin pour parler de mes points de suture, de la cicatrisation, etc. Et le gars me parle de mon poids pendant une demi-heure. Donc vous doutez bien que j'étais arrivée défigurée, stressée. J'en suis sortie défigurée, stressée et en pleurs. Voilà, donc voilà, je lui ai écrit une petite lettre très sympa pour me venger, mais bon, il n'a pas répondu. Le problème, évidemment, de cette grossophobie médicale, c'est qu'elle peut être source d'erreurs de diagnostic. C'est-à-dire qu'on va tellement focaliser sur le poids de la personne qu'on peut passer à côté de maladies, et notamment de maladies qui sont graves, parce qu'on va dire à la personne, bah, revenez, là, ok, vous boitez, mais non, c'est pas cassé, si vous avez trop de poids, revenez quand vous aurez perdu du poids. En attendant, la personne, en fait, elle a un truc qui est déplacé, qui est cassé, et il va vraiment y avoir des erreurs de diagnostic qui peuvent être graves. Et évidemment, la conséquence de cette grossophobie médicale, mais c'est qu'il y a des personnes qui juste n'y vont plus. Voilà, et donc ça porte un nom, ça s'appelle le renoncement aux soins, et il y a plein de populations qui peuvent être touchées par ça. Ça se passe aussi beaucoup pour les personnes qui sont SDF, c'est qu'elles sont tellement stigmatisées qu'elles ne vont recourir aux soins que en cas d'ultime urgence. Donc c'est des personnes en fait qui n'ont passé plus que par les urgences. Elles vont plus être dans le préventif, elles vont plus aller voir le médecin dès qu'elles en ont besoin, elles vont attendre que ça aille extrêmement mal avant d'aller voir un médecin. Dans le divertissement, la grossophobie, elle est évidemment omniprésente. Je vais vous donner un seul exemple. Monica dans Friends. Voilà, à l'époque, on n'avait peut-être pas encore le regard suffisamment militant pour s'en rendre compte, mais là, a posteriori, ça fait quand même un peu mal. Voilà, avec aussi cette pratique qu'on appelle la pratique du fat suit, c'est-à-dire que plutôt que de donner des boulots à des personnes grosses qui déjà ont des difficultés d'accès au travail, on va prendre des personnes minces à qui on va faire porter des costumes de gros. C'est le fait que les personnes grosses dans les divertissements, elles ne sont pas en relation avec des personnes minces, elles ne sont pas en couple avec des personnes minces, on leur attribue des stéréotypes qui sont extrêmement négatifs, ça va être des personnes qui vont se moquer d'elles-mêmes, qui vont faire de l'autodérision sur leur poids, et l'autre truc auquel j'avais pas pensé, mais que j'ai lu du coup sur l'article de Wikipédia qui est assez bien fait sur le sujet, c'est que même dans les dessins animés, les personnes grosses comme les personnes noires, c'est les personnes méchantes. Voilà, donc il y a vraiment très très tôt, on forge un imaginaire où on est de nouveau du côté de ce que je vous disais tout à l'heure, du côté de la morale, où gros c'est mal, c'est méchant, c'est vil, et on va être dans quelque chose d'extrêmement binaire et caricatural. Alors je vais en finir avec ma longue liste de où c'est qu'on retrouve de la grossophobie avec la presse féminine. Voilà, donc la presse féminine, évidemment qu'on voit essentiellement des corps qui sont minces. Mais c'est pire que ça, on voit pas que des corps qui sont minces, on voit des corps inexistants. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ces corps-là, ils sont ultra retouchés. C'est-à-dire qu'on nous présente comme des modèles et comme des objectifs à atteindre des corps qui n'existent pas dans la vie réelle. C'est-à-dire que ces corps, alors maintenant, il y a des personnes qui commencent à dire « moi, je veux pas être photoshopée ». Ou alors, il y a une loi qui est passée qui dit « il faut inscrire que la photo a été photoshopée ». Voilà, mais c'est des avancées qui sont évidemment microscopiques. Et dans le discours, va toujours y avoir, c'est systématique, vous trouverez pas un été où ça n'existe pas, va toujours y avoir l'objectif maillot avant l'été, avec toujours ce même discours, à savoir c'est une question de volonté personnelle d'être mince. Voilà. Et donc on entretient constamment cette croyance double. Un, qu'on peut être mince, qu'il faudrait être mince, et deux, que ça va nous rendre heureuses. Alors, je l'ai déjà dit un petit peu, mais pour refaire un petit point sur les conséquences de la grossophobie, voilà, c'est que toute cette grossophobie, elle va avoir un effet inverse de l'effet attendu, et elle risque du coup de renforcer la prise de poids des personnes qui sont grosses. Je voudrais vous faire un petit focal sur le sexisme, ça va être assez rapide. C'était essentiellement pour vous dire que les normes sociales sur l'apparence physique, elles sont beaucoup plus fortes pour les femmes que pour les hommes. Et je vais vous lire un petit extrait d'une brochure qui est sur InfoKiosque. Et ce que dit cette brochure, c'est « Le look est toujours la raison pour laquelle les femmes suivent une diète. Il n'y a aucune chance qu'une femme se sente bien dans cette société si elle se voit grosse. Les sentiments de léthargie et d'accablement que ressentent certaines femmes grosses reflètent la haine de toute une culture pour les personnes grosses, haine qui est intériorisée par celle-ci et exprimée sous forme de mépris de soi. Gardons à l'esprit que certaines parmi nous avaient des grand-mères grosses, qui néanmoins travaillaient dur et énergiquement.
Pour beaucoup de femmes, la santé n'entre même pas en ligne de compte quand il s'agit de se débarrasser de leur grosseur. Lors d'une réunion de femmes grosses, une femme grosse avoua son fantasme secret. « Je souhaiterais avoir le cancer ou une autre maladie pour pouvoir mourir mince. » J'ai choisi ça parce que très souvent, quand on entend des personnes qui sont malades et que ces personnes disent « Ouh là là, en plus j'ai perdu du poids », on a toutes souvent ce réflexe genre « Oh putain, si seulement ça pouvait m'arriver. Oh, elle a perdu 4 kilos avec sa gastro, ah ça me ferait peut-être du bien. » Voilà. C'est vous dire à quel point, à un moment donné, la minceur est tellement devenue un idéal que c'est un idéal qui nous semble supérieur à notre santé. Alors j'ai trouvé cette phrase que je trouvais assez parlante qui dit « L'une des rares formes de contrôle qu'on laisse exercer aux femmes est le contrôle de leur poids. » Voilà. Et ben ça va de pair avec le fait que tout le monde parle de régime, mais que personne ne parle du 97 à 99% de taux d'échec des régimes. Voilà. On est trop occupé à parler des régimes pour parler de leur taux d'échec. Donc finalement, quelque chose qui devrait être un signe physique parmi d'autres est en train de se transformer en anomalie biologique. C'est comme si on créait un problème pour justifier toutes les solutions très onéreuses qu'on met en place. Et surtout, on fait croire aux personnes grosses qu'elles sont anormales. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction que je voulais vous parler d'un autre sujet que j'ai trouvé appelé culture de la diète. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est du coup un élément en plus par rapport à la grossophobie qui décrit bien cette culture dans laquelle on baigne tous sans forcément avoir des réflexes ou des commentaires grossophobes de mettre le bien du côté de la minceur. C'est-à-dire que par exemple on va espérer avoir un ventre plat alors qu'en vrai ça sert à rien. Voilà, je vais le dire de façon extrêmement basique, un ventre plein ça ne sert à rien. Voilà. Ça convient pas à toutes les morphologies, c'est pas possible pour toutes les morphologies et très souvent ça nécessite de mettre sa santé de côté. Voilà, la culture de la diète c'est un produit du patriarcat qui enferme les femmes dans des corps chétifs, qui enferme nos pensées sur des besoins et des considérations dont on pourrait se passer, on pourrait penser à autre chose, passer à autre chose. Du coup, perdre du poids, c'est pas juste un truc qu'on fait comme ça de manière annexe. Pour certaines personnes, ça devient un emploi à temps plein. Ça devient une obsession, ça devient une priorité dans la vie. Or, c'est pas nécessaire, c'est pas souhaitable, ce n'est pas désirable. Alors, je vais vous citer certains exemples qui relèvent de ce que certaines appellent la culture de la diète. C'est par exemple se justifier de ce qu'on est en train de manger vis-à-vis d'autres personnes. Voilà, dire ah mais j'ai pas mangé ce matin ou ah mon dernier repas il date d'il y a 200 ans ou ce matin j'avais que de la salade ou tiens je vais bouffer ce donut mais après je vais au sport voilà parce que quand même toutes ces calories il va falloir les brûler utiliser la minceur comme un critère descriptif qui est censé être positif. Ah, t'as vu, elle est jolie, elle est mince, voilà, ou dire ah, ça c'est, voilà, bref, je vais pas vous faire d'exemple plus que ça. C'est demander à des personnes si quelque chose, si ça vous rend gros ou pas, comme si c'était forcément négatif. C'est imposer une discussion autour de la question des régimes constamment. C'est se vanter du fait d'avoir peu mangé ou d'avoir mangé qu'une salade, être content quand on est dans la restriction. C'est penser qu'on a le droit de commenter ce que les autres mangent et en plus de dire qu'on sait bien parce qu'on le fait pour leur santé. Voilà. Avoir un avis sur les quantités qui sont bonnes ou pas bonnes, qui sont suffisantes, insuffisantes. Voilà, toutes ces choses en fait qui traduisent une obsession qu'on nous impose, mais que du coup quand on en parle, on la réimpose à d'autres qui sont déjà en train d'essayer de se battre pour pas se la taper constamment. Et du coup, ça nous prend notre énergie, ça nous prend parfois notre argent quand on paye pour faire des régimes, ça peut bouffer nos relations, et ça bouffe notre quiétude intérieure, voilà. Et puis surtout, ça nous rend pas heureux. Alors, ma partie suivante, c'est
plus axé sur la question de la grossophobie en lien avec le véganisme. Alors, je voudrais dire une chose, mais je connais quand même 4/5 des personnes ici dans la salle, donc voilà, l'antispécisme, ça va pas être la conclusion, mais c'est le présupposé de tout ce qui arrive. Donc, si vous n'êtes pas antispéciste, je vous invite après dans la discussion à en reparler. En tout cas, je vais pas tenter de vous convaincre de l'intérêt de l'antispécisme. Je vais parler en tant qu'antispéciste convaincu à des antispécistes, je l'espère, convaincus. Voilà. Alors, les campagnes grossophobes qui viennent d'associations. J'ai donc détaillé ce qui vient des associations et ce qui peut être des comportements grossophobes d'individus véganes. Comme je vous le disais tout à l'heure, je les ferai passer pour celles et ceux qui veulent les regarder, mais je ne veux pas vous les imposer. En tout cas, est-ce que à peu près tout le monde a vu l'image qui est sur l'event Facebook ? L'event Facebook, c'est en fait une femme qui est en maillot de bain avec des bourrelets et un jeu de mots sur je sais plus quoi. Sauver les baleines, voilà, merci. Et donc, c'était un témoignage là en plus en anglais, donc ça tombe bien, comme ça je vais le traduire en le raccourcissant. C'est une femme qui est grosse, qui raconte qu'elle arrive à la plage, elle voit cette pub de Pita, et en fait elle est avec sa famille, et en fait tout le monde regarde cette photo complètement sidérée, en se rendant bien compte qu'on est en train de se moquer du corps d'une personne qui est présente dans la voiture, et que du coup ça crée une espèce de silence gêné, que personne n'ose en parler, que elle est trop mal, que tout le monde fait comme s'ils avaient rien vu, qui continue à aller à la plage, et en fait elle, ça l'a tellement affectée qu'elle rebrousse chemin et dit non mais je me sens pas bien, en fait je vais rentrer. Voilà. Et évidemment que ça fait ressentir ça, parce qu'on est en train de te dire que ton corps n'est pas valide, que tu n'es pas valide, que tu corresponds pas aux attentes que la société a vis-à-vis de toi. Ce qu'on constate dans toutes ces campagnes, c'est que en plus d'être grossophobes, elles sont classistes, parce qu'on sait très bien que dans les populations qui sont plus précaires, il y a plus de personnes qui sont grosses. Et vraiment, le souci de ces campagnes, il est multiple. C'est que les personnes qui sont grosses ne le sont pas parce qu'elles mangent mal. Que faire ce type de campagne, c'est laisser entendre que si les personnes sont grosses, c'est qu'elles le méritent. Et qu'être gros, c'est pas bien. Voilà, on est encore une fois du côté de la morale. Ça laisse entendre qu'on peut pas être gros et vegan. Voilà, que les deux, c'est pas possible, on est soit l'un, soit l'autre, mais voilà, si on est gros et vegan, c'est peut-être qu'on est une usurpatrice ou un usurpateur. Et ça laisse entendre que l'alimentation végane, c'est forcément une alimentation qui est saine. Et moi, je pense qu'on n'a aucun intérêt à laisser entendre ça. Enfin, je veux dire, la plupart des gens sont gourmands, si on laisse entendre à tout le monde que l'alimentation végane est saine, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Ça laisse entendre que le véganisme, c'est pour un certain type de population, et pas pour tout le monde, donc pour des gens qui sont essentiellement minces. Ça induit de fait que des personnes qui ne correspondent pas à ces canons de beauté ne se sentent exclues, ont l'impression qu'elles ne peuvent pas intégrer ce mouvement. Et puis tout simplement, en tant que végane, à un moment donné, on a de la compassion pour les animaux. Et quand je dis pour les animaux, c'est tous les animaux. C'est-à-dire qu'on est des animaux, on le sait. Donc, c'est quoi cette logique de se dire, mais je vais avoir de la compassion que pour un certain type d'animaux, à savoir ceux qui sont non humains. Et ceux qui sont humains, je vais m'asseoir sur leurs difficultés, je vais pas les considérer, je vais les mépriser. Ça n'a absolument aucun sens d'un point de vue de militantisme vegan. Et tout simplement, de façon basique, j'ai envie de dire utilitariste, à un moment donné, si on veut accomplir un changement social, il faut qu'on puisse inclure un maximum de personnes, et c'est certainement pas en ayant des campagnes qui sont sexistes, grossophobes ou racistes qu'on va avoir un mouvement qui est capable de grossir. Les comportements grossophobes, moi j'ai fait un appel à témoignages quand j'ai préparé cette conférence. En fait, j'ai eu trop de témoignages. Voilà, il y a trop de personnes qui ont vécu des choses grossophobes dans le milieu. Du coup, j'ai décidé de pas inclure ces témoignages, mais parce que j'ai trouvé un texte de Gras Politique qui elles-mêmes ont tiré ce texte d'un Tumblr qui n'existe plus, mais qui dit qu'est-ce qu'il faudrait faire individuellement pour ne plus avoir de comportements grossophobes. Et je trouvais ça plus intéressant parce qu'il y a des choses qu'on fait dont on n'a pas conscience qu'elles sont problématiques. Donc je voudrais vous lister ce qu'elles mettent en avant. Donc ça, vous le retrouvez sur le site de Gras Politique. Ce qu'elle conseille, c'est de pas mettre des photos en disant waouh, je vais être bien grosse ou waouh, le gros plat, voilà, de pas qualifier avec gros comme si c'était négatif des trucs de l'alimentation. Parce que ça renforce le stéréotype selon lequel les personnes grosses passeraient leur temps à manger, qui est un stéréotype qui est faux. Déjà pour une raison très basique, c'est que si les personnes grosses passaient leur temps à manger, elles continueraient à grossir. Or, la plupart des personnes ont un poids stable. Voilà.
de confondre le fait d'être gros et peu attirant. C'est-à-dire que très souvent, au lieu de dire je me sens pas bien dans ma peau en ce moment, je me sens pas attirante, on va dire je me sens grosse. Voilà. Sauf que être grosse, c'est pas un sentiment, c'est un état. Et quand vous confondez les deux, vous êtes constamment en train de renvoyer quelque chose de négatif aux personnes qui sont grosses. Demander à une personne, surtout quand on est mince et qu'on le demande à une personne grosse, est-ce que je suis grosse là-dedans ? En fait, la personne grosse, quoi qu'elle porte, elle est grosse. Donc, elle n'a pas envie de se taper constamment des états d'âme de personnes. Voilà, si vous voulez, même si, évidemment, c'est pas la faute de ces personnes-là, parce qu'elles vivent dans une société grossophobe qui fait que quasiment tout le monde pense être gros, de bien se dire qu'il y a des personnes qui, du fait de leur poids, se tapent déjà tellement de remarques que si on peut leur éviter quelques remarques supplémentaires, ça leur fera du bien. Ne pas poster des statuts avec ce qu'on appelle des bonnes résolutions, parce que les bonnes résolutions, elles vont toujours dans le même sens. C'est jamais genre waouh, je vais prendre 10 kilos cette année. Donc, si vous voulez, quand vous postez des bonnes résolutions, même si elles vous sont individuelles, qu'elles vous sont propres et que c'est des choix personnels, ça renforce quand même quelque chose dans la société qui fait que ce qui est mis en avant et que ce qui est valorisé, c'est la perte de poids et pas la prise de poids. C'est d'utiliser des photos de personnes grosses pour faire des mèmes. Et là, vous verrez que j'ai un certain nombre d'exemples où, notamment, par exemple, il y a des personnes grosses qui vont défendre le carnisme et on va se servir de leur poids pour discréditer leur message. Toujours avec cette idée, parce qu'elles sont grosses, leurs arguments sont mauvais parce que elles ne sont pas... c'est quoi le bon terme que je cherche ? Elles sont pas légitimes en fait à s'exprimer parce que rien que leur poids délégitime complètement leur parole. Voilà. Ne pas parler du temps où on était gros quand on l'a été, pour dire que pour moi c'était comme ça et comme ça, parce qu'on reste tous des individus. C'est pas parce qu'on a été gros et qu'on l'est plus qu'on a les bons conseils, et c'est certainement pas parce qu'on l'a été qu'on a le droit de donner des conseils à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est-à-dire que la plupart des personnes grosses, en fait, elles se tapent constamment des conseils qui ne sont pas sollicités de leur part. Vous avez juste pas envie d'être la 12e personne à leur donner un conseil non sollicité. Donc à moins que la personne vous sollicite pour réellement avoir un conseil, abstenez-vous. Voilà, elles ont pas envie de savoir comment d'autres personnes ont perdu du poids, quelles sont les restrictions alimentaires qu'elles se sont infligées, quelles sont les heures de sport qu'elles se sont infligées. Ne pas rappeler à la personne que quand moi j'étais grosse, je me sentais comme ça et ça c'était nul, parce que la personne grosse, elle le vit encore au quotidien, donc elle a pas besoin de le savoir, elle le sait déjà. Ne pas commenter le physique des gens. Voilà, juste ne pas commenter le physique des gens, surtout des femmes, surtout si c'est pour dire que c'est positif d'être mince, parce que c'est toujours de ce côté-là. Moi, j'avais été à une conférence où en fait, il y avait une personne blanche qui comprenait pas le souci avec le fait qu'on dise à une personne noire qu'elle était noire. En fait, cette personne noire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé la personne blanche, elle lui a dit « t'es blanche, t'es blanche, t'es blanche, t'es blanche, t'es blanche ». Et en fait, on a senti dans la salle, il y avait tout le monde qui était en train de se recroqueviller. Bah oui, en fait, c'est super pesant. On n'a pas envie qu'on vous rappelle constamment une caractéristique qui est la vôtre. Donc, pour les personnes qui sont pas grosses, et que si vous avez les yeux noisettes, si 15 fois par jour on dit « ah, t'as les yeux noisettes, ah, t'as les yeux noisettes, t'as les yeux noisettes », mais en fait, c'est insupportable. Et voilà, il faut essayer de se mettre dans cette situation pour se rendre compte, en fait, on le sait qu'on est gros, qu'on n'est pas gros, et on n'a juste pas besoin que les gens nous le rappellent. Ne félicitez pas les gens qui sont en train de manger de la salade parce qu'ils mangent de la salade. Moi, mon boulot, mais combien de fois ça m'arrive ? Genre, ah, c'est bien, il est équilibré ton repas. Mais en fait, j'ai envie de manger équilibré, pas équilibré. Ça regarde la personne qui est en train de manger. Commenter la quantité. Par exemple, dire, ah, c'est énorme, moi, j'arriverai pas à manger tout ça. Tu vas réussir à manger tout ça ? T'as pas réussi à finir ? Ouais, c'est normal. En fait, à chacun ses quantités propres, selon ses moments de sa vie, selon ses moments de sa journée, selon l'état émotionnel dans lequel la personne se trouve. Voilà. Vraiment éviter de commenter les quantités. Pour les hommes, ça va éviter évidemment de faire des propos aux femmes sur le fait que les grosses les excitent, qu'ils trouvent ça super, etc. On n'a pas envie d'être des fétiches. Évidemment, ne pas considérer quand quelqu'un a perdu du poids que c'est mieux. Ne pas faire ces phrases hyper typiques du style « Ah, c'est dommage, t'as un joli visage ». Entendu. Tu serais mieux avec quelques kilos en moins. Tu t'habilles bien pour une grosse. Voilà. Ou alors, moi, j'ai aussi souvent, ce qui m'arrive, c'est que des personnes qui sont quand même minces vont me dire « Oh là là, en montrant leur ventre, regarde comme je suis devenue grosse. » Je suis là, genre, où ça ? Voilà. Ce qui arrive très souvent, c'est aussi amener la culpabilité de manger. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une société grossophobe qu'on a quasiment toutes et tous de la culpabilité à manger. Et en fait, quand on l'exprime, il y a des gens qui sont en train d'essayer de combattre ça. Et en fait, ça nous le rappelle constamment. Et c'est-à-dire que cette culpabilité
culpabilité qu'on a peut-être réussi à mettre de côté à un moment, paf, elle nous revient en boomerang parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui à ce moment-là n'a pas réussi à la gérer. Alors ça arrive, hein, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment essayer de faire un effort collectif pour qu'on puisse tenter de combattre ça ensemble, et puis surtout se poser des questions sur, mais comment ça se fait que quand on voit une canette de Coca-Cola, ce qui nous inquiète le plus, c'est le nombre de carrés de sucre, et de pas se dire que c'est une entreprise capitaliste dégueulasse qui a des problématiques en termes de pratiques sociales et environnementales. C'est-à-dire que ce qui devrait nous sauter à la gueule, c'est ça, et c'est pas le nombre de carrés de sucre qu'il y a dans cette canette de Coca-Cola, et que ça nous focalise sur les mauvaises choses, en fait, cette obsession par rapport au poids. Alors, quelles sont les conséquences de la grossophobie sur l'expansion du véganisme ? Eh ben, ça veut dire qu'on fait du body shaming dans un milieu où il y a essentiellement des femmes. Il y a des études qui ont été menées aux États-Unis, il y a au moins 30% des véganes qui ne correspondent pas à ce physique normé qu'on attend. C'est essentiellement des femmes, et ces femmes qui sont déjà body shamées la plupart de l'année, du temps, on leur ramène ça encore dans un milieu où elles se sentent en sécurité, où elles sont avec des gens avec lesquels elles partagent des valeurs, où elles ont des choses qui sont en commun, où elles pensent, où elles espèrent être dans quelque chose qui soit inclusif, dans quelque chose qui soit safe pour elles, et on leur renvoie encore quelque chose que l'ensemble de leur société leur renvoie constamment. Alors, ce qui est toujours compliqué, c'est que j'ai pas forcément plus d'attentes par rapport aux gens véganes, par rapport aux gens lambda, mais en tout cas, c'est sûr que quand on est avec des gens avec lesquels on partage des valeurs qui sont quand même fortes, qui sont minoritaires, eh ben, on a l'espoir d'être avec des personnes qui vont nous soutenir. Et du coup, évidemment que c'est beaucoup plus dur d'être avec des personnes proches qui sont grossophobes qu'avec des gens qu'on côtoie moins, avec des gens pour lesquels on a moins de considération quand ces personnes-là sont grossophobes. Évidemment que quand on est grossophobe en tant que végane, eh ben, on privilégie aussi les classes qui socio-économiquement vont le mieux. Ce que je veux vous dire comme message fondamental, c'est que on peut pas avoir une attitude qui va à l'encontre de la compassion qu'on prône. On prône de la compassion pour les animaux, on ne peut pas ne pas en avoir pour les personnes avec qui on milite. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir un comportement qui soit grossophobe quand on milite ? C'est ne promettez pas aux gens qui vont perdre du poids en devenant véganes. De toute manière, quand les gens deviennent véganes, il faut que ce soit pour des raisons éthiques. Sinon, les études l'ont prouvé, les gens ne le restent pas. Ce qui fait que les gens restent véganes, c'est quand ils le font pour des raisons éthiques. Sinon, ils font autre chose après. Ils remangent des cadavres d'animaux. Ne partez pas du principe que tout le monde veut perdre du poids. Partez du principe que le corps de l'autre, c'est pas votre corps et que ça vous regarde pas. Ne commentez pas la nourriture des autres. Reconnaissez qu'on n'a pas toutes les réponses par rapport à la prise de poids, par rapport au régime, par rapport à la santé. Voilà, il y a encore beaucoup de questions qui sont ouvertes. Ne pas faire de présupposés sur pourquoi les gens sont malades, pourquoi ils ne le sont pas. Toujours se dire que, à moins qu'une personne ne vous sollicite, on n'a pas à donner son opinion sur le corps de quelqu'un d'autre. Alors je voudrais finir en vous lisant un extrait d'une brochure, une de celles qui m'a été conseillée, et qui dit: pour être en meilleure santé dès maintenant, arrêtez les régimes, traite ton corps avec respect et amour, jette ta balance dans la poubelle, c'est dur hein, découvre et revendique le plaisir de manger, retourne ton placard à vêtements et garde les vêtements qui te vont et pas ceux pour plus tard pour quand tu auras perdu du poids. Apprends à te rendre compte de la diversité des poids et des formes naturelles des personnes et apprends à reconnaître la beauté, la force et la grâce de toutes. Le plus dur, deviens ami avec la personne que tu vois dans le miroir. Rencontre des personnes grosses qui ont appris à s'aimer telles qu'elles sont, considère-les comme des ressources de valeur, des modèles, des mentors, des amis. Dénonce l'invisibilité qui entoure la grosseur, revendique des soins de santé réellement informés à ce sujet. Cherche les choses que tu as repoussées au jour où tu atteindrais le poids ou la taille parfaite et fais-les maintenant. Tu as un poids et une taille parfaite pour toi-même. Donc le message pour finir, c'est ne soyons pas le reflet en tant que végane d'une société qui est oppressive. Je vais vous lire les dernières phrases du livre de Gras Politique, il est génial, donc même si je vous lis la dernière phrase, je vous le spoil pas parce que tout le reste ça vaut la peine. Ce qu'elle dit, c'est: notre corps est un champ de bataille. Nous réclamons un armistice. Nous n'arriverons peut-être pas toutes à nous aimer, mais si la majorité d'entre nous peut vivre en paix, nous aurons fait un grand pas et nous comptons sur vous pour nous aider.
Donc ce message est très important parce que c'est pas juste un travail de soi sur soi, c'est aussi les efforts que fourniront les autres qui permettront aux personnes grosses de plus se sentir stigmatisées. Et pour la fin de la fin, j'ai 2 choses. J'ai une affirmation, une question. L'affirmation, c'est: l'obésité n'est pas une maladie à soigner, mais une oppression à combattre. Et une question que je vous laisse pour la fin, c'est: pourquoi changer nos corps quand le plus urgent, c'est de changer le monde ?